Télérama. Edward Hopper est à peu près né avec le cinéma. Il est né en 1982, le cinéma en 85. Donc on sait que Hopper était un cinéphile qui aimait le cinéma, donc il a vu des films toute son existence. Il avait un œil assez critique d'ailleurs. Et on peut supposer que le cinéma l'a beaucoup influencé dans son travail de création picturale. La première chose qui peut, en tout cas apparemment, l'avoir influencé, c'est à mon sens le passage disons, des premières années du cinéma muet à l'avènement de la lumière artificielle. Je m'explique, on se rappelle que le cinéma muet des origines était un cinéma qui était éclairé de façon zénithale, à savoir que comme on n'arrivait pas à avoir des éclairages artificiels suffisamment puissants, on éclairait les scènes par la lumière du soleil au-dessus de la scène, forcément avec des réflecteurs, dans des studios qui n'étaient en fait que des grandes verrières. À la suite de quoi, grâce à l'avènement de lampes à arc extrêmement puissantes, on a pu commencer à contrôler la lumière et à, au fond, contrôler la mise en scène de la lumière sur les films. C'est très sensible évidemment dans le cinéma expressionniste allemand, les films de Murnau, de Lang et d'autres qui ont exploité à fond les effets de la lumière. Elsie, nein, nein, nein! Et ça va devenir aussi extrêmement présent dans le cinéma noir américain, puisqu'on ne peut imaginer un film noir américain, un polar des années 20 et 30, sans qu'il y ait justement des ombres et des lumières extrêmement tranchées, sans que le criminel sorte de l'ombre pour surgir, tuer quelqu'un avec son revolver. Et quand on regarde certaines des œuvres de Hopper, on se rend compte que le travail de la lumière est extrêmement élaboré, que souvent il y a des sources de lumière peu normales, puisqu'on sent qu'il y a des projecteurs qui pourraient être posés de ci, de là, que ce n'est pas une lumière naturelle, mais c'est une lumière créée par un metteur en scène, pardonnez-moi le néologisme, qui serait en l'occurrence le peintre. Il s'agit d'une eau forte qui date de 1921, qui s'appelle Ombre la nuit, et qui représente parfaitement l'influence probable que le cinéma a pu avoir sur le travail de Hopper. D'une part par rapport au point de vue, parce que quand on regarde d'où l'image est saisie, on a l'impression d'un point de vue totalement irrationnel. Alors en effet, il n'y aurait que la grue d'une caméra ou la grue d'un pompier pour nous donner cette vision. Ce n'est pas la vision d'une autre maison derrière, et d'autre part aussi son cadre qui fait qu'on a l'impression d'une perspective un tout petit peu déformée, renforcée par ce travail sur les ombres, où là on retrouve tout à fait l'idée du film noir américain, c'est-à-dire le personnage solitaire qui traverse et qui marche sur le trottoir, son ombre portée, le danger que cela génère, ce sentiment d'inquiétude qui se dégage de cela, mais de nouveau avec des effets de lumière qui sont des effets finalement peu réalistes, parce que si on regarde bien, l'ombre portée de ce mât, elle doit être liée à une autre lampe qui se trouve à l'extérieur. Donc c'est tout à fait une construction, je dirais, à la fois architecturale et cinématographique de la scène qui reproduit pas un film noir parmi d'autres, mais presque tout le cinéma noir. Et on pourrait presque symboliser le cinéma noir américain par cette eau forte. Cela dit, l'influence de Hopper sur le cinéma, je pense qu'elle date à peu près des années 60. Et on la trouve à des endroits parfois assez improbables. On peut considérer que pour le cinéma d'Antonioni, par exemple, qui était pourtant un cinéaste italien, mais très lié aux États-Unis par amour pour les États-Unis, pour les grands espaces américains,
que Hopper représente totalement la partie picturale de son discours sur l'incommunicabilité, sur des personnages qui déambulent dans des espaces mais qui ne les habitent pas tout à fait. Et il y a certains films dont on peut dire véritablement qu'ils sont des incarnations à la fois architecturales et visuelles de l'œuvre de Hopper. En tout cas chez Antonioni, en tout cas dans ses films les plus célèbres, que ce soit Désert rouge, que ce soit La Ventura, La Notte et tant d'autres. Par la suite, il y a des cinéastes alors qui vraiment littéralement s'inspirent de toiles pour recréer des atmosphères. Ça peut être Terence Davies, le Britannique, ça peut être Todd Haynes par exemple, qui lui alors réplique littéralement certaines séquences de Hopper. Terence Davies dans The Neon Bible et quelques autres. Et puis alors après, il y a tout Wenders. Wenders, un peu comme Antonioni, se met au départ à s'inspirer de l'esprit de Hopper dans ses tout premiers films, notamment dans L'Ami américain, dans sa première visite aux États-Unis. Et par la suite, il fait vraiment des copies qui sont peut-être un peu des pâles copies, comme dans Knocking, où là, on a vraiment l'impression que chaque plan est une toile de Hopper. Mais je pense qu'on peut aller chercher des influences de Hopper au-delà, dans la représentation générale des États-Unis. Et je pense que le cinéaste qui le plus a rendu l'œuvre d'Hopper au cinéma d'une façon intelligente, d'une façon développée et articulée par rapport à sa représentation des États-Unis, c'est Jim Jarmusch. Et je pense que de Strangers on Paradise jusqu'à Broken Flowers, on retrouve vraiment beaucoup de l'œuvre de Hopper. Strangers on Paradise par rapport à l'incommunicabilité, par rapport à l'absence, par rapport aux grands espaces. Et Broken Flowers par rapport à cette dimension de l'architecture, des maisons, des bâtiments et de personnages qui se demandent bien ce qu'ils font là. Toutes ces femmes que l'on peut croiser dans le film, dont on se demande bien ce qu'elles font dans leur rencontre avec Bill Murray. Si on prend un tableau d'Hopper, on se rend compte que ce qui est frappant, c'est d'abord qu'il est vide. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnages, voire même personne, qu'il y a extrêmement peu de voitures, alors que la voiture est presque le symbole américain par excellence, qu'il y a au fond peu de vie. Quelque part, Hopper représente un moment totalement figé et artificiel qui le rapproche de nouveau du cinéma. On a l'impression que sa représentation de l'Amérique, c'est une représentation d'un décor. C'est la représentation d'une Amérique qui est elle-même déjà une représentation. C'est une Amérique qui est reconstituée en studio. C'est une Amérique, au fond, involontairement peut-être hollywoodienne. Et je pense que c'est ça qui l'a imposé, au fond, comme image des États-Unis. Parce que ce n'est pas l'image réelle de l'Amérique des années 30, 40, 50, 60, mais c'est, au fond, l'Amérique fantasmée, l'Amérique imaginaire, une Amérique figée et un peu artificielle, qui est celle que la plupart d'entre nous, Européens, cinéastes, créateurs et simples cinéphiles, ont découvert à travers le cinéma. Et je crois que quelque part, on retrouve dans Hopper un instant figé de cinéma, si vous me passez l'expression, ce qui explique pourquoi il a pris cette valeur totalement iconique et qu'ensuite il a influencé des dizaines de cinéastes. Le deuxième élément important, je crois, dans l'œuvre de Hopper, c'est très rapidement la manière dont il pose son œil, ou il pose, je dirais presque, sa caméra pour saisir un instant. On a l'impression souvent qu'on voit les choses d'un point de vue qui n'est pas naturel, qui n'est pas un homme debout en train de poser son chevalet, mais par exemple, il y a une célèbre toile de Hopper où on voit une façade d'une maison
plutôt prise depuis en haut, où on devine un corps de femme en rouge derrière la fenêtre, et on a l'impression littéralement que le peintre se trouve pour saisir cette scène en l'air, au milieu du carrefour. En l'occurrence, c'est comme s'il était posé sur une grue de cinéma, ce qui serait tout à fait possible au cinéma, et c'est pas tout à fait un hasard si Alfred Hitchcock dit que cette toile l'a beaucoup inspiré pour créer le célèbre film Fenêtre sur cour. Le troisième élément qui le rapproche aussi du cinéma, c'est la dramaturgie, puisqu'on a véritablement le sentiment, quand on voit une toile de Hopper, qu'au fond, il y a une sorte d'avant, il y a un après, et que nous ne voyons qu'un instant suspendu à l'intérieur d'un récit. Et on peut s'imaginer que beaucoup de cinéastes, ayant découvert les œuvres d'Hopper, ont eu envie de raconter un avant ou un après, et certains de choisir de suspendre cet instant. Je pense notamment à certains films de David Lynch, Mulholland Drive ou même Twin Peaks, où on a véritablement la fameuse série télévisée ou le film, où on a vraiment l'impression parfois de retrouver des toiles d'Hopper à l'intérieur du film sans forcément comprendre beaucoup plus de l'avant et de l'après. Good afternoon, Mr. Roque. Her name is Camilla Rhodes. The director doesn't want her. Do you want him replaced? I know they said. Là, on est vraiment dans quelque chose qui, pour moi, évoque à la fois Hitchcock. On peut penser à Vertigo, notamment. Vertigo, qui n'est pas cité par Hitchcock comme un des films qui s'inspire de Hopper, mais si on se rappelle la manière dont Kim Novak rentre dans sa maison après sa première rencontre avec James Stewart, on a vraiment l'impression d'être dans une toile de Hopper. Et là, on a à la fois le type de figure féminine qu'on retrouve chez Hitchcock, comme un hommage quelque part, mais de l'autre côté, on a aussi tout David Lynch, en particulier la manière dont David Lynch représente les femmes. Des femmes sur des lits, des femmes peut-être extatiques qui observent quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, quel est le récit qu'il y a autour, et c'est vrai qu'on peut retrouver dans Mulholland Drive des plans qui évoquent directement ce type de personnage féminin. Mais ce qui est frappant aussi pour moi, c'est ce qu'il y a derrière, ce qu'on appellerait la découverte, parce qu'on a l'impression que ce qu'on voit par la fenêtre, au fond, de même que la lumière qui descend par la fenêtre, ce n'est pas une ville réelle derrière, c'est un décor peint d'une ville ou de quelque chose qui représenterait la ville, et la lumière d'un très fort projecteur pour donner cette lumière très puissante sur le visage de la femme. Donc c'est à la fois du cinéma dans la toile et une référence permanente à ce cinéma-là.